commencer. Salut à tous, salut à toutes, on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de débrief du 4e tiers avec Franck Spinozzi à mes côtés, le coach de nos remparts. J'ai failli louper ton nom, Frank, tu vois, la fatigue se fait sentir. Merci beaucoup d'être avec moi, Frank, pour débriefer le match à Neuilly et puis se projeter sur celui de mercredi, car c'est mercredi que nos remparts rejouent contre Caen à la maison. Ben, merci de nous inviter, puis j'ai été appelé pire que ça, donc t'as pas été quitté. J'essaie de faire attention en temps normal, et donc du coup, tu me serviras aussi un peu de traducteur, enfin j'essaierai de le faire moi-même, mais au cas où, puisque on a avec nous Phil Bushbacker, notre attaquant américano-roumain. I feel nice to meet you and to have you in the show. It's the second time for you. Yeah, thanks for having me, Sylvain, and it's good to see everybody again, and thanks for translating, Coach. Thank you, and... Happy birthday, Phil! Oui, It's today. 25, merci. Et Phil qui fête aujourd'hui ses 32 ans, mais on dirait qu'il en fait 22 sur la glace, puisque il est toujours au point top shape, comme on dit, Phil. Donc, happy birthday to you, and it's nice to have you to talk hockey on this special day for you. Perfect. Always willing to talk hockey, and yeah. Thanks for the well wishes on my 22nd birthday. Et donc, il y a Phil qui dit qu'il est très heureux qu'on lui souhaite ses 22 ans. Et Franck, ça doit te faire plaisir, toi qui as vraiment cette double culture anglophone-francophone, qu'on ait une émission comme ça qui va naviguer entre le français et l'anglais. Oui, je vais essayer de faire de mon mieux, là. Je pense que les années d'école payent finalement là, à 54 ans, donc je suis content. Et on a le doc avec nous. Salut à toi. Merci beaucoup, Aurélien, d'être de la partie, tout simplement. Grand passionné de hockey, au-delà de ta fonction de médecin. Et on va parler avec toi de ton rôle autour des remparts et de ce que tu essayes de mettre en place aussi au fur et à mesure. Ce qu'on essaye de mettre en place au fur et à mesure, en effet, oui. Voilà, qui va être très intéressant. Et il va peut-être arriver un truc assez incroyable. Donc on en parlera. Possiblement, on espère. La petite info spéciale, mais qui va vous faire rêver un peu tous. Mais on va commencer l'émission sur le débrief de la partie à Neuilly. Coach, l'équipe était dans les clous après 2 tiers. Elle menait sur la glace de Neuilly. C'était un gros combat. Hein. On savait que Neuilly, c'était une des top équipes de la Ligue. Il a peut-être manqué un petit peu de lucidité, un peu de réussite sur le dernier tiers. Et bon, finalement, il y a une défaite de 2 buts, mais il y a un but en cage vide qui est anecdotique. On va dire, comment est-ce que toi, tu l'analyses? Écoute, je pense qu'on a eu des chances de compter en première période où on n'a pas capitalisé, qui aurait pu nous infuser un petit peu de positif pour le reste du match. On a joué, je te dirais, un bon 45 minutes, là, vraiment très fort. Puis le monde, des fois, ils disent il faut jouer 60 minutes. Non, mais c'est pas la réalité. Là. L'autre équipe, elle joue bien aussi. Puis vu que c'est une des 2-3 meilleures équipes de la Ligue cette année, puis la profondeur de banc, tout s'est joué là, on le sait, là, on a énormément de blessures présentement. D'ailleurs, on a eu encore aujourd'hui à l'entraînement. Donc, c'est les fins de période où on souffrait beaucoup, là, fin de première, on a eu un petit 5-6 minutes de flottement. En deuxième période, peut-être notre moins bonne période du match, là, mais ils ont eu des power play aussi, fait que quand tu es déjà à court d'effectifs, puis tu tapes des désavantages numériques, avant de retrouver du rythme, des fois, ça prend un peu de temps. En troisième période, on a commencé, je dirais, un petit peu so-so. On a collé un time-out là, pour un petit peu se parler tous. Là. Puis après, on a eu vraiment... Est-ce que c'était juste après qu'ils reviennent à égalité, non? Non, du tout. C'était 3-2 encore pour nous. Encore 3-2. Mais après, on a vraiment bien joué pendant un bon 10-12 minutes. Puis à peu près avec 4-5 minutes la fin du match, là, on voyait qu'on commençait... c'est là que ça a commencé. C'est des petites erreurs individuelles qui nous ont coûté le match. Puis après ça, c'est une équipe qui, encore une fois, comme je dis, là, on est un petit peu à bout de souffle quand on arrive à les fins de match là, à cause de cette profondeur de banc que l'autre équipe a. Puis ils jouaient bien, ils pressaient à 4 lignes. Ils étaient vraiment dans leur rythme. Et puis,
Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas jouer sur grand-chose. C'est pas parce qu'on a perdu que je trouve qu'on a mal joué. Là. Je suis capable d'être c'est la frustration vient du fait que ça fait trois matchs peut-être sur les 5 joués où c'est ça en fait. Ça se joue à presque rien. Il y a des bonnes opportunités. Et malheureusement, la réussite tourne toujours de l'autre côté pour l'instant. Oui, puis les équipes sont tellement égales que c'est un petit moment de 4-5 minutes de flottement. Présentement, quand l'autre équipe a ces moments de flottement-là, ben on n'en profite pas de ce momentum-là pour aller chercher des buts qui nous donneraient un petit peu d'écart. On a eu 3 chances de compter quand on menait 3-2 je te dirais, entre la 10e minute puis la 5e minute qui restait dans la période. Et aussi, on capitalise, ça fait 4-2 pour finir le match. Ça change l'approche du match complètement pour le finir. Puis après ça, même quand ils ont compté, on a eu un power play dans les 3 dernières minutes. On a même eu un power play, mais on voyait que notre power play, là, on souffrait là, déjà. Là, on manquait de lucidité. Puis les 2 buts qu'il y a eu, c'est juste là-dessus. Là. La fatigue est venue un petit peu changer les données en fin de match. Puis c'est tout. Mais il a gagné. Félicitations pour eux. Puis nous, on continue à bosser, puis à travailler, puis à s'améliorer. Puis on est... même si aujourd'hui, c'était une journée qui n'était pas facile à l'entraînement, là, les gars, ils souffrent. Là. Celle-là, elle a fait mal. Là. Elle a vraiment fait mal parce qu'on considère qu'on mérite un meilleur sort. Mais comme j'ai dit aux joueurs, faut pas se laisser distraire sur un match quand on a un paquet de bons matchs aussi. Et puis, faut être capable de gérer ces changements de momentum dans les matchs. De ne pas avoir peur de rester calme, se fier au système de jeu, laisser le momentum changer de côté. Puis si tu le contrôles, tu ne te fais pas compter de but. Quand tu reprends ton momentum, ben là, ça t'aide pour finaliser le match. Puis c'est là-dessus un petit peu qu'on a, on a manqué, disons. Phil, c'est tout le temps très lié le côté physique des joueurs et il y a aussi évidemment le mental, la confiance, tout ça. Est-ce que toi, dans ton travail tu es joueur, bien sûr, mais il y a aussi ton travail de préparateur physique auprès de l'équipe. Tu lis les 2 aspects, c'est both are important equals for you? Yeah, for me, it's obviously I'm a hockey player. I've been a hockey player my whole life. That's my passion. But I'm also realistic that I will have a life after hockey, and that's where the physical preparation side and hopefully the coaching side one day sort of takes effect. But yeah, for me, it's it's when you're a player, you're a player. When you go home and you're planning the things, then you're a coach. But there's a fine line. You need to look at things through both lenses. You can't just have one perspective as a coach or as a player, in my opinion. And I think it's good because I can understand how the guys feel physically. And I'm also in the room, so I could see what the guys are like psychologically as well. And Coach and I, we talk all the time about how we can handle certain situations together. And I'm very lucky that he gives me a voice in the team and respects my opinions. And I think it's been a good dynamic so far. Donc ce que Phil a dit, si je ne me trompe pas, Frank, c'est que bien sûr il était encore joueur avant tout et il avait cette perspective-là, mais qui devait voir le match, le jeu, les joueurs et son analyse au travers des deux perspectives en quelque sorte, hein, celle de joueur et celle de préparateur physique, en lien avec toi, du coup dans les discussions, etc. Et donc il y avait l'aspect physique qui intervenait, l'aspect mental était aussi très important, que c'était une dynamique qui se mettait en place, mais que ça fonctionnait bien et que ça lui posait pas de problème au contraire même que c'était un avantage de vivre la saison aussi comme un joueur quand il s'adressait à ses partenaires, puisqu'il il vivait ça aussi en première ligne entre guillemets, donc ça lui offrait presque une chance entre guillemets d'être encore plus crédible dans son travail de préparateur physique. Très bien résumé. Mais je n'aurais pas besoin d'utiliser mon anglais-français. C'est mieux dans le sens traduction que dans le sens quand je dois m'exprimer en anglais. Hein. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez pu le voir. Doc, on dit c'est une saison où la réussite fuit un petit peu nos remparts. Il y a des blessés, évidemment. Mais on en discutait un peu avant l'émission. C'est quand même une saison plus agréable, entre guillemets, à vivre et à suivre que celle qui était 100% Covid, où là, c'était très complexe. Et où malgré tout, on le disait aussi, Tours a été exemplaire en matière de suivi, de contrôle
autour de ça. Donc ça c'est quand même au moins un point positif. On retrouve un semblant de saison classique. Quoi. Là, c'est vraiment une saison classique. L'année dernière a été une saison très franchement à oublier. Ça a été très dur pour les Remparts de Tours aussi, parce que c'est vrai qu'on était l'une des seules équipes à mettre en place un dispositif de surveillance, de test une fois par semaine pour tous les joueurs systématiquement, et bien sûr ceux qui étaient symptomatiques qu'on pouvait exclure directement. Ça a empêché quand même pas mal de contamination au sein de l'équipe, même s'il y a eu une seule et unique contamination à un moment donné dans l'année dernière. Cette année, en effet, on revit exactement une saison habituelle de hockey. Certes, il y a beaucoup de blessures. Ça reste des blessures qui sont pas du tout sur un plan de fatigue musculaire, un plan de fatigue physique des joueurs. Il y a en effet une commotion cérébrale, par exemple. Ça, c'est le risque inhérent au hockey sur glace. Malheureusement, on sait très bien que ça met un joueur indisponible longtemps. Principalement quand c'est un gardien, c'est beaucoup plus compliqué, bien sûr, puisque c'est un rôle extrêmement important. On s'y attend moins, en fait. À l'origine, on se dirait, on s'y attend moins. Beaucoup moins. Ils sont beaucoup plus protégés ça. Par les défenseurs, déjà. Parce que, là, c'est la malchance absolue. C'est un contact avec un joueur de sa propre équipe qui a essayé de l'éviter. D'autant plus. Et qui, en l'évitant, malheureusement, d'autant plus. Et quand on voit où a eu lieu le contact, on se dit que c'est quand même quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Il est complètement... Il approche de la ligne bleue, si je me souviens bien. Donc, on est vraiment un petit peu loin d'une zone de contact d'un gardien. Bon. Ouais, puis le retour, si je peux te bien couper, sûr, je t'en prie, Franck. Si un gardien de but qui veut refaire un retour, le problème, c'est que à cause des lancers qui sont hauts, ça peut facilement revenir près du visage. Donc il va y avoir une appréhension. C'est ça. Et ce qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est qu'une commotion cérébrale, ça joue énormément sur la synchronisation des mouvements, sur les réflexes entre les membres et le regard, les yeux. La perception, c'est ça, exactement, les lumières, les bruits. Exactement. De plus en plus, toutes les études ressortent que la rééducation des commotions cérébrales passe par vraiment l'apprentissage de la synchronisation. La synchronisation, c'est le maître mot chez un gardien. Les 4 membres sont indépendants, les yeux également, ils regardent partout. Un gardien se fie aussi beaucoup à son oreille, parce qu'on ne voit pas forcément le lancer partir. Quand vous avez un lancer qui part à 180 km/h de la ligne bleue, vous ne le voyez pas forcément à l'œil. C'est l'oreille bulle de perception propre au gardien. Exactement. Où il doit tout analyser en même temps. Tu parles de bulle, c'est exactement ça. Un gardien, on le sent dans sa bulle, on sait très bien qu'il reste concentré. C'est quand même un rôle très particulier. Vous êtes seul derrière. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très particulier. Vous êtes la dernière ligne défensive d'une équipe. Et quand un gardien fait son travail, vous savez très bien que vous avez des lignes offensives qui sont plus efficaces. Quand vous avez un gardien qui est un petit peu plus fébrile, vous avez votre équipe qui est sur le reculoir sans arrêt. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument ne pas négliger la rééducation et la reprise d'un gardien. Sinon, vous pouvez gâcher votre saison juste pour ça. Donc là, il y aura une batterie de tests en gros pour valider le fait que Sébastien revienne. Voilà, 2 tests sur glace sûrement aussi avec là, le coach. On est à plus de 2 semaines maintenant de sa commotion. Tous les signes sont encourageants. Mais voilà, il faut vraiment qu'on ait tous les feux au vert. Il ne pourra pas remonter sur la glace s'il y a le moindre feu orange. Oui, puis quand on a parlé tous, c'est une des choses qui présentement, on discute beaucoup entre Aurélien, moi et Stéphane, c'est qu'on ne veut plus avoir de joueur qui revient au jeu si il n'est pas physiquement apte à jouer à un certain niveau. Puis c'est une manière de les protéger aussi, parce qu'eux veulent revenir rapidement, ils ont peur de perdre leur place, le manque de jouer pour une équipe. Ils passent un paquet d'émotions là-dedans. Puis souvent, c'est nous qu'il faut qu'ils les restreignent à ce niveau-là pour les protéger d'eux-mêmes. Et tout le monde le paye cher, de toute façon. Si c'est trop tôt, c'est bon pour personne. Il ne faut pas oublier que c'est la blessure la plus importante d'un joueur de hockey, la commotion cérébrale. Ce n'est pas une fracture qui peut se réparer très facilement. Une commotion cérébrale, c'est quand même quelque chose qui va avoir des conséquences sur le long terme. On discutait avant l'émission tout à l'heure du cas de Mohamed Ali, par exemple, qui a été vraiment l'athlète qui a subi le plus de commotions cérébrales. Il est décédé désormais. On sait très bien que c'est du fait de ce nombre de commotions cérébrales qu'il a eu au fur et à mesure. Maintenant, on en a parlé sur plein de choses, sur la santé mentale des joueurs. Le sport américain nous a beaucoup appris là-dessus. En Europe, ça commence vraiment à se développer, cette prise en charge des commotions cérébrales. Et maintenant, on est très, très vigilant là-dessus, parce que on sait très bien que les commotions cérébrales ont des conséquences à long terme après la vie sportive du joueur. Franck, tu peux en témoigner. Il y a des cas marquants. Moi-même, j'en ai eu des commotions, puis c'est ce qui explique beaucoup de choses dans mon cas. Tout à fait. Mais mais c'est une réalité. Puis je le répète, avant tout, je veux protéger le joueur parce que pendant que tu joues, pendant ta carrière,
on se sent invincible un petit peu à ce niveau-là, mais la réalité, c'est qu'une fois que ta carrière est finie, ben, ça commence par des petites choses, les blancs de mémoire. Ceux qui ont subi ça, comme Jérémy Sabatier, que moi j'avais interviewé il y a quelques années, c'était à Folens, qui racontait, Teddy Trabichet qui racontait qu'il ne reconnaissait plus ses enfants. Quand même. Alors évidemment, il y a des cas plus ou moins extrêmes, mais si ça peut en arriver là, c'est parce que maltraité, plusieurs commotions, c'est rarement une seule commotion, ça peut arriver, mais c'est souvent en fait du coup une fragilité qui se crée et qui après s'augmente. C'est la répétition, et la répétition est exponentielle. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la première commotion cérébrale va se guérir relativement facilement, la deuxième c'est de plus en plus difficile, et c'est pour ça que maintenant on ne tolère plus une troisième commotion dans une carrière professionnelle. On s'arrête à 2 commotions. Ouais, c'est tant mieux pour tout le monde, pour la sécurité et la santé de tout le monde, évidemment. Et Aurélien, on parlait aussi de ce qu'il y aura à mettre en place au fur et à mesure du temps, et notamment ce qui est en amont de la signature des joueurs, où la France est très en retard sur le sujet, notamment à faire passer vraiment des visites médicales ou à prendre toutes les infos médicales en amont correctement. Je pense que en effet, que pour signer un joueur, comme dans n'importe quel sport, et surtout les sports où il y a beaucoup d'argent comme le football, par exemple en Europe, vous ne pouvez pas signer un joueur si vous n'avez pas eu l'aval et la visite médicale. Donc il faut pouvoir avoir accès à ce dossier médical du joueur, faire une visite médicale et dire après au staff dirigeant, ouais, moi j'ai un feu vert pour ce joueur-là, ou je préférais qu'il passe cet examen-là avant que tu le signes, parce que si clairement il se blesse, tu ne l'auras pas de la saison. Et puis on sait, Franck, il n'y a rien de pire que de s'enthousiasmer parce qu'on a vu des vidéos de joueurs, on s'est renseigné, on a un bon joueur qui arrive mais il n'est pas opérationnel ou blessé et on est obligé de le ménager, etc. C'est quand même pénible, quoi. Oui, puis pour être honnête, quand un joueur d'un certain niveau qui a joué des très hauts niveaux veut venir jouer dans un niveau, disons, pas aussi fort que ce qu'il a déjà joué, souvent, une des raisons, c'est qu'il y a eu des blessures qui fait qu'il a été ralenti. Bon, ça ne change pas ses capacités de comprendre le jeu, mais ça change peut-être sa vitesse en exécution et tout. Fait que on en a parlé longuement dernièrement, mon doc et moi, qu'on veut mettre en place pour le futur qu'il n'y a plus jamais un joueur qui commence sa saison, là, comme ce que j'ai vu un peu cette année. Là, blessé. Et c'est inacceptable. Là, parce que c'est peu respectueux. C'est pas respectueux du club, c'est pas respectueux du staff. Exactement. C'est pas professionnel. Ça, c'est pas bon pour le joueur. Parce que s'il le dit pas, il n'est pas traité correctement. Donc lui-même va avoir des séquelles, si ce n'est pas immédiatement, très rapidement, quoi. Puis en France, malheureusement, c'est une des choses qu'on voit. Parce que c'est pas un sport majeur, on a tendance à traiter ça, même au niveau médical, nous-mêmes, tout le monde, tous les intervenants. C'est pas nécessairement le docteur qui est problématique, mais tous les intervenants ont tendance à, allez, ça va faire, on va attendre 2 semaines, on va faire... Non, mais c'est pas la manière de fonctionner, c'est pas adéquat. On rend pas de faveur aux joueurs. On a un cas, justement, là-dessus cette année. Et puis... il faut vraiment là, qu'on soit beaucoup plus préventif. Je pense que c'est le bon terme là, qui me vient à la tête là, pour protéger tout le monde. Le joueur, le club, professionnellement le médecin. Parce que le médecin, là, c'est bien beau qu'il signe que le joueur est correct, là, mais s'il n'a pas fait son taf... Là, en plus, on sait qu'immédiatement, le réflexe des gens est de se dire le staff médical fait pas son boulot parce qu'il y a tel joueur blessé, etc. Mais c'est des responsabilités qu'on assume de toute façon quand tu t'exposes. Mais si vous avez eu les bonnes infos au bon moment. Exactement. C'est pour ça que moi, je préfère voir des joueurs avant, engager ma responsabilité et donner mon feu vert au coach qui décide ensuite. Et après, c'est vraiment un partage aussi entre nous. Moi, je te dis, écoute, peut-être qu'il va pouvoir dans 3 mois être opérationnel. Exactement. Mais si tu veux absolument ce joueur-là, tu peux le signer, mais tu sais que tu l'auras pas à 100% tout de suite. Ça. Au moins, il y a toutes les... on sait quand on a choisit, toutes les données. On a toutes les données et c'est ça. Et il n'y a rien de pire que d'avoir 2-3 joueurs qui finalement n'étaient pas disponibles comme tu voulais. Parce que j'imagine que Franck, quand il constitue son équipe au début d'année, il sait déjà exactement quel joueur il va faire jouer. Alors bien sûr, il va y avoir quelques coupes, comme tu dis, mais la trame de fond est là. Si tu choisis de faire un pari sur un poste, un joueur, parce que tu sais que derrière, t'es correct, c'est une chose. Si tu te retrouves avec 3 ou 4 joueurs qui sont blessés, ou tu sais que tu as des joueurs étoiles, et si un joueur étoile que tu signes est finalement pas opérationnel, tu te retrouves avec un joueur qui va te coûter très cher, mais qui ne va pas te rapporter finalement. Ça reste ça aussi un pari. Malheureusement, les sportifs professionnels sont aussi des cartes sur lesquelles tu mises. Ouais, puis il y a toujours ce réflexe, Franck, puis cette envie, cette tentation quand on voit défiler les CV,
que celui qui a le plus gros CV, des matchs en AHL et tout ça, etc. On a envie de le voir sous porter son maillot, mais comme tu dis, la première question à se poser, c'est ok, avec un CV comme ça, pourquoi est-ce qu'il tape à ma porte aujourd'hui? Il faut trouver le loup, quoi, le problème. Quoi. Voilà pourquoi l'été, je fais passer des tests très spécifiques, puis que des fois, j'engage des joueurs que je connais parce que je connais leur background, puis je sais que, bon, les 6-7 dernières années, c'est pas des joueurs qui sont, je vous dirais, sensibles aux blessures. Il y a des joueurs qui ont une zone de tolérance très élevée. Après ça, tu as des joueurs qui sont plus sensibles avec leur corps, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons ou meilleurs, c'est juste des personnalités différentes. Et c'est pour ça, quand on s'assoit avec eux l'été, moi, je prends beaucoup de temps à parler avec eux, au niveau personnel aussi, puis s'assurer qu'on ait un bon portrait de l'homme. Puis quand le CV est très beau, ben on est tous pareils, on veut l'avoir, oui, mais à quel prix, puis dans quelles conditions, puis le pourquoi des choses. Et puis, fait que c'est ce fameux juste milieu-là qu'il faut toujours travailler. Puis souvent, on peut avoir un joueur qui a un gros CV, mais on l'a en fin de carrière à 39 ans. Mais pourquoi? Ben parce qu'il est peut-être pas aussi vite qu'il était, mais sa vitesse à ce moment-là devient moins importante avec le niveau que tu joues parce qu'il va t'amener tellement de leadership dans le vestiaire, il va t'amener une bonne capacité de rester calme dans des moments un petit peu plus sensibles dans un match. Fait que il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en point. Puis le médical, pour moi, ça c'est personnel, pas parce que notre doc est là, mais je te dirais que c'est un des éléments les plus importants là, lors du recrutement. Il faut vraiment essayer d'avoir un minimum de renseignements. Parce que ça dépend aussi de ta philosophie de jeu. Quand tu as un style de jeu, une volonté d'avoir quelque chose de très intense parce que ça correspond à ta philosophie, à celle du club dans laquelle tu es, c'est évidemment un critère qui tout de suite remonte en tête de liste. J'écoutais l'autre fois une interview très intéressante du manager de Lens en foot qui fait une très très bonne saison là, en Ligue 1 et lui il disait... Nous, on a une philosophie, on est un club de mineurs, enfin du nord de la France, avec certaines valeurs, et c'était très important pour lui que le style de jeu corresponde à ça, et que du coup, ces critères de recrutement soient liés à ça. Il y avait un énorme travail de fait autour de ça, et à l'arrivée, ça paye parce qu'il a une équipe cohérente, qui a un état d'esprit commun, partagé, qui correspond à l'identité de la ville, du club, et de ce qu'il veut mettre en place lui. Mais ça, c'est je pense que beaucoup de clubs en parlent, de vouloir faire ça. Il y a très peu de clubs qui l'appliquent. Habituellement, les clubs qui ont du succès, ils l'achètent, le championnat. Ça, c'est la réalité du sport d'aujourd'hui. Là. Mais les clubs formateurs qui vraiment bâtissent avec des philosophies et des plans de développement, il n'y en a pas beaucoup. Puis ceux qui réussissent à faire ça, souvent, ils ont du succès. Mais à long terme, c'est ça. C'est pas une chose de 2-3 ans. C'est pas parce que le coach X arrive une année et dit je vais changer la culture, je vais changer... le plan de développement, je vais changer. Ouais, mais bon, on sait que c'est 5 à 10 ans. On n'est pas dans un plan de 3 mois puis de 6 mois. Ça, c'est rien. On revient à cette question qui est est-ce qu'il faut vouloir monter en Magnus ou devenir un club de Magnus? Et devenir un club de Magnus, c'est-à-dire un club pérenne à haut niveau, c'est avoir des fondations solides à tous les niveaux et pas sur un coup se dire allez, cette année, on est champion. Et je mets tous les billets sur la table, je me fous de mes jeunes, ils joueront plus de l'année et puis on va aller gagner le championnat. Ben, je vais donner l'exemple de Neuilly là-dessus parce que la première année que je suis arrivé là-bas, tout a bien tourné puis on a gagné le championnat. On n'était pas la meilleure équipe, mais tout tombait en place. Et on a gagné, bien sûr, avec Neuilly, t'as pas de patinoire, t'as tellement de choses que t'as besoin pour être en Magnus. Fait que tu fais une année vide après, puis de sens, puis on va revenir un peu... presque trop vite, quoi. T'es content d'avoir gagné le championnat, mais t'es pas prêt à l'assumer. Non, puis cette année-là, on avait eu des blessures en Magnus. Ben oui, parce qu'on surutilisait des joueurs qui n'étaient pas au bon niveau, qui n'avaient pas été préparés. Et les blessures nous arrêtaient à tous les matchs. On avait une problématique. Mais tu jouais bien, un peu comme nous cette année. Tu joues bien, tu sens que tu vas gagner, mais là, il y a certains joueurs qu'on fait jouer un petit peu trop pour ce que leur plan de développement les a amenés à ce niveau-ci. Et puis ça, si on améliore ça sur le long terme, quand que ton équipe va monter, ben, elle va être capable de rester. Puis le plus dur, là, c'est de pérenniser une équipe pour vraiment dire, année après année, on est une grosse équipe et que là, les joueurs que tu rattaches, ils font juste rentrer dans un système collectif. Ils n'inventent pas le système collectif. Et une fois que ça, tu atteins ce niveau-là,
Là, tu peux commencer à monter à une étape plus haute. Là, tu c'est choisis tes facile. joueurs pour rentrer dans ton système. Exactement. Et pas tu t'adaptes aux joueurs que tu as pêchés à droite à gauche. Financièrement, tu es sain, ton médical est adéquat, le coaching a été développé à l'intérieur du club. Les joueurs, les jeunes joueurs qui arrivent, sont rentrés avec une philosophie de club. Tout le monde a confiance les uns en Exactement. les autres. La préparation physique est bien bordée. Exactement. Voilà pourquoi qu'on veut installer, puis ça, moi et Phil, on en parle souvent, mais on veut vraiment, ce qu'on installe présentement, que ce soit quelque chose qui soit sur le long terme. Que si les acteurs changent, exemple le coach, le gars du hors-glace, ben, il y a déjà un plan qui est en place, puis que ceux qui arrivent doivent adhérer à ce plan-là pour la continuité du club. Hein? Le club en haut. Ouais, que ce soit pas uniquement humain. Exactement. Que ce soit vraiment, tu viens jouer au rempart de Tours, tu viens pas jouer avec Franck Spinozzi. Exactement. Voilà. Dans une structure qui a son fonctionnement. Exactement. Et il peut y avoir un pion qui change dans le fonctionnement, mais globalement, ça fonctionne d'une manière. Et là, effectivement, ça prend beaucoup de temps. Toi, Phil, tu comprends tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure? Désolé pour le grand retour anglais. I understand pretty much what you're saying about the concussions and everything and the structure of the club. And it's true. If you look at clubs that have been successful going to Magnus and staying in Magnus, in my opinion, if you go 1 year and you come back, that's not success. Can cause a lot of damage long term because you're disregarding your young players. And the reality is, this is Rempart de Tour. You need players from Tour to be good and sustainable, and that's where we've talked, and we're trying to build one club, and ultimately the plan is to integrate players, and then you add to what the group that you have, and that's how you become successful long term. Not just okay, this we do it now, we do it now, we do it now. There always has to be a plan for multiple seasons down the road, and I think that's how you sustain success, not just have it one flash in the pan and return. Yeah, and it's easy to have one successful year. Je fais juste la traduction entre-temps pour... je pensais que c'était une conversation entre moi et Phil. Désolé. This is a Chicago radio passionnante d'ailleurs, mais oui, donc en fait, Phil disait, ça sert à rien de faire juste un aller-retour Magnus D1, ça peut faire plutôt plus de mal que de bien. Exactement. À long terme, et que ça n'a de sens, un projet de club d'élite, que si on a des joueurs locaux qui constitue une colonne vertébrale, une base de l'équipe, une bonne partie de l'équipe du moins, auquel on ajoute des pièces chaque année pour construire autour de ça. Oui, puis c'est pas parce que les joueurs sont présentement en U20 ou en U17 que ça veut dire que c'est eux qu'il faut faire jouer. Ben non, c'est du long terme même dans le mineur. Parce que là, il faut redévelopper tout le système avec des nouveaux gamins en bas âge, recommencer, redonner un peu les lettres de noblesse que le club de Tours a toujours eu. Et puis ça prend un peu de temps. À ce moment-là, ces joueurs-là, quand ils vont arriver, la culture va être forte. Ils vont être prêts aussi au niveau développemental. Ça ne sera pas des joueurs où on n'en aura pas besoin d'acheter des joueurs pour gagner des matchs. C'est le système et le club qui va gagner des matchs parce qu'elle est bien bâtie de tous les côtés. Pas sur un coup acheter un championnat comme je regarde les 10-12 derniers champions de la D1. C'est toujours dans les 2 meilleurs budgets qu'il a gagné. Oui, ça veut tout dire. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder maintenant où ils en sont. Et il y en a parmi eux qui ont vraiment bâti quelque chose avec de la structure, qui n'ont pas mis leurs moyens dans la même chose systématiquement. L'exemple récent que tout le monde cite, mais à juste titre, c'est Sergi, qui a eu beaucoup de moyens supplémentaires avec la nouvelle patinoire fédérale, etc., mais qui n'a pas investi que dans son équipe première en prenant les plus gros joueurs possibles, mais des entraîneurs pour le mineur, de l'administratif, de la communication, tous les secteurs qui font d'un club un grand club. Et voilà pourquoi, présentement, on a décidé qu'il y aurait beaucoup de joueurs de la D1 qui coacheraient dans le mineur pour qu'on puisse commencer à poser une base à long terme. Et les premières années vont être un peu compliquées, mais avec le temps, on va créer quelque chose qui va être beaucoup plus, en anglais on dit sustainable, mais plus stable à long terme, plus durable. Ouais. Et pas penser juste à faire un coup une fois, puis qu'après ça, je dis pas qu'on veut pas gagner, mais mettons là, que le club de Tours gagnerait. Oui, mais comment qu'on fait après pour rester en Magnus, là, financièrement, développement? Non, mais on n'a rien, là. Tout est à construire, puis ça, c'est la vraie réalité. Des fois, on veut pas la dire. C'est excitant aussi, hein, de tout construire. Tout à fait. C'est incroyable de bâtir quelque chose comme ça sur le long terme, parce qu'après, pour te faire redescendre, là, c'est plus compliqué, parce que tu es solide en dessous. Et puis, c'est ça qu'il faut réussir à construire. Il ne faut pas que les acteurs d'aujourd'hui
pense à aujourd'hui. On doit avoir, j'ai toujours dit, 3 moyens de voir les choses. Il faut voir le long terme, il faut voir le court terme, il faut voir aussi peut-être un terme un peu plus intermédiaire, puis de fixer ces objectifs-là, puis à chaque année, se dire, est-ce qu'on atteint nos objectifs? Puis l'objectif final, c'est d'avoir un club qui est fort et que tous les intervenants qui rentrent ou les acteurs qui sont engagés rentrent dans un système et donc cet acteur-là devient le système. Ça, c'est pour gagner à long terme. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Puis quand on regarde la Magnus d'aujourd'hui, on prend le classement, on retrouve Rouen, Grenoble et Angers devant. Bon, Rouen a Fabrice Lenry depuis un certain nombre de temps, mais quand ils ont fait passer Fabrice Lenry entraîneur, ils n'ont pas perdu 10 places, ça n'a pas changé leur vie complètement. Grenoble reste une équipe de tête alors qu'ils ont changé cette année d'entraîneur, de philosophie de jeu. Et pourtant, ça bouge pas, ça reste une équipe ultra compétitive. Et Angers, encore pire, a changé quasiment au dernier moment son entraîneur et a changé son gardien de but principal, quand même, c'est pas rien, et reste une équipe de très haut tableau, parce que la structure est là. La structure est forte, la base est forte. Tout le monde, quand il arrive, ils connaissent les objectifs. Il n'y a pas de surprise sur les déplacements, il n'y a pas de surprise sur la nourriture, il n'y a pas de surprise sur le médical. Tout est en place. Ça fait des années qu'ils se professionnalisent. Et puis, c'est des clubs que, pour les faire avoir vraiment une mauvaise année, ça prendrait beaucoup d'impondérables négatifs. Et quand du coup, il y a un staff très étoffé comme ça avec des spécialistes, justement, ils peuvent s'atteler à leur spécialité pure. Dans les clubs moins structurés, il faut faire plein de choses. Et on fait rarement parfaitement bien plein de choses. Ah, vraiment? C'est compliqué. C'est compliqué. On peut essayer, on peut avec beaucoup d'énergie, d'envie, etc. Mais ça trouve sa limite, surtout en Magnus où il y a 2 matchs par semaine. Enfin, tout à fait. La marche a été haute quand même à ce niveau-là. Justement, tu parlais de long terme, moyen terme et court terme. Le court terme, c'est mercredi, Wednesday night contre Caen, les Dracars, qui est une très très bonne équipe. Defensively the best. Probably in D1 for many years, probablement la meilleure équipe défensive en tout cas voilà dans sa structure. Phil, comment ce match, tu t'attends à quoi et comment tu penses que ça va se jouer sur quoi en fait? Encore le grand retour anglais. For me, like you said, Caen is a great defensive team. They have great goaltending. They have in the last few years they've really progressed the club, and you see how their team has changed. And they have some players that can make the difference offensively. But for us, we can only worry about ourselves. And if we play our game and we do the things that we know that we do well, possess the puck, skate, play as a team, stay in the system, it's no secret we can beat anybody in the league. This league is very comparable team to team. And we can only control the things we can control and have a positive attitude and to go in with the hope and the belief that Wednesday is the start of a good streak for us. Exactement, donc Phil qui disait oui c'est vrai, Caen est une très bonne équipe défensive avec des gardiens toujours de très haut niveau. Il y a Ronan Kemener, avant c'était Papillon qui est quasiment aux portes de l'équipe de France, deux très bons gardiens, donc ça ne fait aucun doute, mais nous on ne peut contrôler que ce qu'on fait nous. Exactement. Et si on fait bien ce qu'on fait nous, on peut battre n'importe qui dans cette division. Ça veut dire avoir la possession du palais, ça veut dire faire des efforts, patiner fort, rester dans le système de jeu. On est une équipe qui est très bon patinage. On est encore en train de donner des synchronismes avec tous les nouveaux joueurs qu'il y a eu. Là. Ça prend un peu de temps. On aimerait claquer des doigts et que tout se mette en place, mais sérieusement, on voit vraiment une belle progression. On a joué 45 bonnes minutes à Neuilly, ce qui est très rare pour une équipe de l'extérieur. Je parlais de ça avec François Dussault après le match. C'est très rare qu'une équipe va à Neuilly et qui a vraiment un bon match pendant 40-45 minutes. Là. Nous, on l'a eu. Fait que c'est sûr qu'on est déçus, ça nous fait mal parce qu'on sait ce qu'on doit vivre avec la perte de points en début de championnat, mais ça reste qu'à l'interne, même si ça nous fait mal, on voit quand même vraiment le vidéo, il ment pas présentement. Là. On fait du vidéo à tous les jours. Ce matin, on en a encore fait avec les joueurs, on va en faire encore demain. Et il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Fait que quand, oui, on les respecte parce que c'est une belle défensive, ils sont bien en place, mais c'est quelque chose qu'ils bâtissent depuis des années, là. Ils n'ont pas tout changé cette année. Puis s'ils l'auraient fait, ça serait plus compliqué. On peut juste dire que cette année, il y a une ambition supplémentaire. Dans leur recrutement, on l'a vu. Oui. Ils ont un petit shot en plus. Ils ont quand même une bonne relation avec leur club de Rouen, ce qui leur a permis d'avoir un gardien de but de haut niveau pendant les dernières années.
Alors, tu sais, nous, on travaille très fort présentement avec Bordeaux pour justement mettre ça en marche pour les années à venir. Eux aussi ont énormément de blessures, Bordeaux. Donc, c'est évident que tu as moins de ressources qu'un club comme Caen à ce niveau-là de joueurs actifs. Puis, ils ont beaucoup de joueurs qui développent à l'interne. Et c'est ce qui les rend forts. Moi, même que j'aimerais intégrer 6 U20 dans mon équipe présentement, ça ne sera pas possible dans la réalité d'aujourd'hui. On voit même le très long terme, parce qu'ils ont du coup une politique de formation interne qui fait qu'ils ont des jeunes qui peuvent faire monter, oui, mais ils ont même des anciens joueurs formés chez eux qui reviennent, et là c'est la fin de la boucle. Des années après, peut-être 15 ans après de carrière de haut niveau, et ben ils choisissent quel club, ils choisissent chez eux, ils choisissent là où il y a leur famille, ils choisissent le club qui les a formés. Donc là on gagne aussi, et c'est là où le club de Tours, de par son histoire, a perdu beaucoup d'années. Ils ont perdu beaucoup à cause de toutes leurs petites chicanes là, de clocher. Là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas entendre ça, mais toutes ces petites chicanes, c'est ce qui a causé cette situation-là. Et là, c'est pour ça que je disais, il faut arrêter tout ça. Là. Il faut ramener nos anciens du club, il faut créer, garder et vénérer cette culture qu'on avait avant et ne pas avoir peur de mettre nos petits égos de côté, tout le monde, pour le bien du club. Puis ça, on veut que les joueurs soient performants, mais il faut que nous aussi, on donne l'exemple. Là, parce qu'on leur demande à eux de se sacrifier, de faire toutes sortes de choses. Mais nous, quand on laisse passer nos égos avant n'importe quoi, ben on ne donne pas l'exemple. Puis quand, là-dessus, c'est un exemple. Et les anciens reviennent. De tous les bons clubs, au sport, dans n'importe quel sport, les anciens ont un mot à dire dans le succès du club actuel. On va parler juste du Canadien de Montréal, qui est bon, on est 2 fans du Canadien. Oui. Mais le Canadien, malgré des années compliquées, mais il continue à garder les anciens proches de l'équipe. Puis il continue. L'année passée, ils sont rendus en finale, mais avant chaque série, ils ramenaient des gars qui ont gagné des coupes c'est des dans cadres, le vestiaire. C'est des cadres, 35 ans. La transmission exact. du flambeau, quoi, la vraie symbolique. Le flambeau. Voilà, chaque année, le premier match de saison, tous les anciens, beaucoup d'anciens sont là et transmettent le flambeau à l'équipe pour dire c'est pas juste maintenant. Et on le voit. Il y a des bons anciens à Tours qui doivent être, je dirais, je suis pas sûr que je vais dire le bon mot, ramener, là, mais disons qu'on doit recréer un lien plus convivial entre tout le monde et s'assurer qu'on a tous le même objectif. 1, soutenir notre sport qu'on aime tous, et 2, pour le bien des remparts de Tours, pas pour le bien individuel d'une personne. Puis si on travaille fort là-dessus, ça va avoir un effet qui va enchaîner plein de positifs après. Et ça va nous permettre aussi de recréer des contacts. On va même trouver des sponsors qui vont vouloir revenir parce qu'ils voient bien qu'il y a une structure plus collective, plus... Une belle image, oui. complètement. Puis on veut s'associer à des belles images. On veut pas s'associer à des clubs. Le fond et la forme. Voilà. Exact. Et c'est une belle conclusion. On est à, je pense, pas loin de 40 minutes d'émission, mais c'était passionnant. On aurait pu continuer encore longtemps. Merci à tous. C'est à cause du doc, ça. Ouais. C'est pas lui qui est arrivé en dernier. Non, c'est moi. Désolé. Mais bon, ça nous a laissé Toi, le temps de discuter. tu travailles en avant, moi je travaille en arrière. Ah ben. Pour une fois, je suis un peu plus au devant. Et justement, tiens, c'est mot de conclusion, et merci beaucoup Aurélien d'avoir été avec nous. Tu as peut-être une aventure assez formidable qui va t'arriver très bientôt. Raconte-nous ça en quelques mots. J'espère. J'ai eu l'opportunité lors d'un voyage de voir un match des Sabres du Buffalo. Et une petite anecdote, j'avais perdu mon passeport, j'ai donc rencontré le consul de France qui vit à Buffalo et qui a quelques contacts avec l'équipe donc de NHL et possiblement qu'il arriverait à m'avoir un petit stage de formation au sein du staff médical des Sabres de Buffalo. Donc je pourrais ramener peut-être cette expérience au rempart de Tours. Ça pourrait être, être assez enrichissant. Dans tes bagages Rasmus Dahlin, qui ferait beaucoup de bien à la défensive de rempart en ce moment. Je tiens par contre à dire, Aurélien, là, sérieux, là, au niveau de pouvoir discuter avec lui, là, c'est un gars qui a des connaissances incroyables. Là. Il nous fait beaucoup de bien parce que des fois, le staff veut vraiment... accélérer le processus de ramener des joueurs, surtout quand on est en manque de personnel comme nous. Mais tu vois, on discute beaucoup, puis il est très, très passionné de hockey aussi. Fait que ça facilite que je ne suis pas obligé d'enseigner la fameuse culture du hockey à ce niveau-là. C'est un passionné de hockey. Fait qu'il connaît les importances, les enjeux, puis
Les blessures. Oui. Les blessures des joueurs, je les connais. Voilà, on n'en a pas parlé, on aurait pu en parler aussi, mais c'est exactement. Il y a tout ça, donc très important dans le schéma des remparts. Et je pense que ça fait plaisir aussi aux joueurs de pouvoir s'adresser à un staff médical, que ce soit les physios, que ce soit les médecins, qui connaissent leur sport, qui est quand même pas dans la culture française, clairement. Et puis je pense que comprendre l'accent de Franck aussi est un grand atout. C'est vrai que comprendre l'accent québécois dans le hockey français, c'est important. Je fais des efforts. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Phil, thanks a lot and happy birthday again. Merci les gars. And thank you to the doctor and all the medical staff. It's no secret that you're in the medical staff now. Where, me? No. Yeah, no. of course. No. Yeah, maybe a little bit. Yeah, but a little bit. The small part, but no, it's just yeah, and I think it's important to recognize the fact that they're the ones who keep us on the ice. Every athlete deals with small injuries daily that keep them hopefully they stay in the lineup and they're able to perform, and it's because of all the work that they do behind the scenes to help keep us healthy and going during the season. So it's important that players know tu peux reparler en français si tu veux. Entre-temps, je vais juste dire donc tu as dit tu fais partie du staff de par de ton statut de préparateur physique et de nos liens, etc. Phil disait oui un petit peu timidement, mais c'est vrai complètement. Et Phil te remerciait tout le staff médical parce que s'ils sont sur la glace en état de jouer correct et bien traité, c'est grâce à vous, grâce à votre suivi, etc. Donc c'était un grand merci de la part de lui, mais de tout le vestiaire. Très apprécié. Voilà, juste pour faire la petite traduction, je crois que c'était à peu près ça. Ouais, non, c'est parfait, c'est parfait. Ce que je voulais dire, les joueurs savent très bien qu'on est très disponible, les physios, les médecins, ils savent utiliser justement notre ressource sans crainte, sans abus non plus. Donc ça, c'est plutôt très intéressant aussi. Ils savent très bien quand pouvoir nous déranger, quand se dire que ça va peut-être se passer seul. Et ça, c'est aussi très important qu'il y ait cette confiance entre les joueurs et le staff médical. Voilà, c'est émission après émission, on voit que les remparts, c'est pas juste 20 joueurs et un coach, c'est beaucoup plus que ça. Mais le coach évidemment est essentiel et très important. Et je te remercie Franck d'être là pour nous éclairer à chaque émission, parce que c'est toujours très 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 intéressant de par ton vécu et ton expérience et ton savoir de nous aider à comprendre ce qui se passe sur la glace, en dehors, et de se projeter pour l'avenir des remparts. Ouais, disons que j'aimerais avoir beaucoup moins d'expérience puis retourner à mes 20 ans, là, mais ça serait peut-être encore mieux d'avoir 20 ans puis avoir toute l'expérience qu'on a acquis dans les 30 dernières années. Non, ça me fait plaisir d'être là parce que j'adore la formule qu'on puisse expliquer à tout le monde les à-côtés du 20 joueurs et des quelques coachs. Il y a tellement de choses qui ont besoin d'être faites pour qu'un club fonctionne. Souvent, on voit juste le résultat sur la glace, là, mais à Tours, on voit vraiment qu'il y a des efforts présentement qui sont faits à ce niveau-là par le club, par l'administration, pour augmenter notre futur à tous. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à toi. Rendez-vous mercredi à vous toutes et vous tous pour le match. Soyez là, les remparts le méritent et en ont bien besoin d'avoir votre soutien au maximum. On espère que ce sera le feu. Voilà, donc mercredi soir, c'est un peu inhabituel, mais voilà, mercredi soir, le match contre Caen, à ne pas rater. Et puis on se retrouve très vite pour le 4e tiers en direct. Merci, salut à tous. Au revoir.